fameux article de base, de Oui, référence, et Franck va nous raconter tout son compagnonnage avec Jean-Yves, qui a duré presque 40 ans au CNET. Pas 40 ans au CNET, mais... Donc j'ai choisi d'intituler cet exposé 1975, 1985, 2025. Donc il va y avoir deux parties. Première partie, les premières années. Et donc là, ça va être une partie mémorielle, parce que je crois malheureusement être le seul dans cette assemblée à pouvoir rappeler des souvenirs de Jean-Yves qui sont aussi éloignés dans le temps. La deuxième partie sera consacrée à l'article de 1985. Là, inévitablement, il y aura quelques redites avec ce que Léon vient de dire. Et d'un autre côté, dans l'esprit de ce vendredi, je n'ai pas visé un exposé de haute tenue scientifique que je n'aurais peut-être pas été capable de faire, mais du style de ceux qu'on a eu hier. Mais j'ai essayé d'expliquer des choses de façon un petit peu élémentaire. Ce faisant, je sais que je risque d'ennuyer les nombreux spécialistes présents dans cette salle et de perdre aussi, de larguer ceux qui ne connaissent rien au sujet. Donc l'histoire commence en 1975. Il se trouve que Jean-Yves et moi-même appartenons à la même promotion de l'école polytechnique. C'était un temps éloigné où le Monde publiait non seulement les bulletins météo, mais aussi les listes d'admission aux grandes écoles. Et donc, nous ne connaissions pas encore à cette date, mais le 1er septembre 1975, nous franchissons le portail historique de l'école polytechnique. Dans la photo du bas, vous voyez le bâtiment d'un petit peu au-dessus. Et maintenant, si vous le regardez vraiment à la verticale, vous voyez que c'était prémonitoire, parce que là, on a la forme de la boîte quantique rabotée telle que décrite hier par Aristide. Les spécialistes pourront aussi détecter une couche de mouillage à la base. Le deuxième signe prémonitoire, c'est que dans l'argot polytechnicien que nous ne pratiquions plus, ce bâtiment s'appelle la boîte à claques, ce qui fait référence à la boîte dans laquelle nos prédécesseurs stockaient leurs bicornes. Au passage, pardon, la boîte à claques, ça passe assez bien, le point à claques, ça passe pas du tout. Mais notre passage était clair ici, puisque nous entrons le 1er septembre et le 6 septembre, le samedi, nous partons pour le camp du Larzac. Là, je ne connaissais pas encore Jean-Yves. Après un mois de camp du Larzac, nous partons dans nos régiments et bases respectives. Et un an après, nous inaugurons le site palésien de l'école polytechnique. Alors, vous voyez ici une image aérienne de l'époque. Bon, les bâtiments n'ont pas fondamentalement changé, si ce n'est qu'il n'y avait rien autour. Il y avait beaucoup de boue et il n'y avait pas d'arbres. Euh, Évidemment, j'apprends à connaître Jean-Yves pendant nos 2 ans d'études à l'école polytechnique. Bon, je l'ai connu à cette époque-là, évidemment, ce n'était pas le scientifique de renom et l'organisateur de la recherche que beaucoup ont décrit. On était un peu sur un pied d'égalité à cette époque-là. Donc ça, c'est la feuille de classement à la sortie de l'école polytechnique. Moi-même, je choisis d'intégrer le corps des ingénieurs des télécommunications. Et Jean-Yves, vous voyez dans la colonne avec une flèche rouge qu'il est affecté d'un D, ce qui montre déjà son indépendance d'esprit parce qu'il a choisi d'être démissionnaire et non pas comme les 2 élèves qui sont de part et d'autre de sa ligne de choisir un corps d'ingénieur de l'État. Néanmoins, nous nous retrouvons à la rentrée à l'ENST, qui était à cette époque-là à Paris, rue Barrault. C'est à cette occasion que je fais aussi la connaissance de Nakita, qui l'avait rejointe par l'école par d'autres voies. Euh, et là, au risque de répéter ce que monsieur l'historien a dit, euh, c'était des années fastes pour la recherche au sein des télécoms, parce que, alors, j'ai mis la photo de notre président de la République de l'époque, non pas parce que nous étions giscardiens, mais parce qu'il avait constaté que la France était très sous-équipée en matière de lignes de téléphone fixe, évidemment, à cette époque-là. Et l'État avait décidé d'injecter beaucoup d'argent dans les télécoms, donc le ministère des PTT, effectivement, dont le bras armé était la Direction générale des télécommunications. La Direction générale des télécommunications chapeautait elle-même l'ENST, donc l'école où nous allions faire nos études, et le Centre national d'études des télécommunications, le CNET. Euh, un passage est clair à l'ENST, parce que ça, c'est résultat de notre statut, nous entrons en 2e année.
Nous suivons une année d'études et par contre, nous essayons de ne pas suivre la troisième année d'études. Et plutôt que de suivre la troisième année d'études à l'ENST, nous voulons, et nous réussissons finalement, à suivre le DEA de physique des solides, alors présidé par le professeur Friedel, donc qui était commun à toutes les universités parisiennes, avec beaucoup d'enseignants de qualité. Alors, je mentionnerai personnellement Georges Saada qui faisait un cours sur l'élasticité, sur les défauts, qui m'a beaucoup servi par la suite, et c'est un sujet qui est lié à celui des boîtes quantiques. Alors la période était faste non seulement parce que l'État avait décidé d'injecter beaucoup d'argent, et il y en avait plus que des miettes qui retombaient au niveau du centre de recherche du CNET, mais ce CNET était alors dirigé par Maurice Bernard, qui était un physicien qui a été mentionné hier, un physicien de renom, et en fait, le jeu, en particulier pour moi, alors je ne sais pas exactement comment Nakita et Jean-Yves ont réussi à se dispenser de la troisième année d'études à l'ENST pour suivre les cours du DEA de physique des solides, qui était quelque chose à plein temps. Pour moi, il s'agissait de contacter Maurice Bernard pour qu'il dise au directeur de l'ENST qu'il y avait de bonnes chances que je sois affecté au CNET. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Alors, nous rejoignions le CNET, donc le laboratoire, ce qui ne s'appelait pas encore le laboratoire de Bagneux du CNET à cette époque-là. Suite de nos différences de statut, Jean-Yves le rejoint en 1980. Moi, je passe une année en Écosse et je le rejoins en 1981. Et donc, je vais m'arrêter là pour la partie mémorielle. La seule chose que je vais dire, c'est que après la création du LPN, donc au début des années 2004, je déjeunais paisiblement à la cantine de Marcoussis et de façon un peu étonnante, Jean-Yves est venu s'installer en face de moi et m'a demandé si j'accepterais de m'occuper de coordonner le premier rapport d'activité du LPN. Et donc je n'ai pas répondu non. Il n'y a pas de raison de répondre non, c'est quelque chose qu'on ne refuse pas. Je l'ai fait avec ma collègue Anne Pépin, je vais signaler. Donc là, maintenant, je vais essayer de parler de ce fameux article. Donc, pour ceux qui ne connaissent vraiment pas ces choses-là, donc nous parlons de matériaux 3,5, donc de cristaux. Donc, ces cristaux sont formés par la répétition de mailles cristallines cubiques. Dedans, il y a des atomes des colonnes 3 et 5 en quantité égale de la classification périodique qui occupe des sites particuliers. Donc, l'archétype, c'est le GAS, avec l'atome 3 qui est le gallium et l'arsenic, l'atome 5. Et voilà, on a des mailles cristallines cubiques qui ont un certain paramètre de maille, le côté du cube, qui vaut à peu près 0,56 nanomètres. Évidemment, on peut changer, là on en arrive évidemment au matériau de base de l'article, on peut changer le gallium pour alors enfin, le cristal, c'est l'empilement dans les trois directions évidemment de ces mailles-là. Je m'excuse d'être un petit peu basique. Euh, on peut aussi noter que les atomes se rangent aussi sur des plans atomiques qui ont toutes les directions possibles et imaginables. Et on peut remplacer le gallium par de l'indium. Bon, ça peut se faire, on fait à ce moment-là de l'INAS, donc notre deuxième matériau de base de l'article, mais ça augmente le paramètre de maille, le côté du cube, d'environ 7%, ce qui est assez important. Et puis, on peut mélanger sur les sous-réseaux 3 de l'indium et du gallium en proportion variable. On fait un alliage ternaire, en l'occurrence, avec un paramètre évidemment de maille qui est intermédiaire. Euh, Épitaxie, alors encore une fois, je m'excuse de définir des choses qui sont évidentes pour beaucoup de gens, mais épitaxie, ça veut dire déposer. Donc, il s'agit de déposer une couche mince sur un substrat cristallin épais. Bon, les deux sont cristallins. Entre les deux, il y a une interface. Et taxi, ça veut dire qu'on essaye de faire ça de façon ordonnée, donc de façon à ce que les plans cristallins du substrat et du dépôt soient parallèles, aussi bien les plans perpendiculaires que les plans parallèles. Mais ça désigne aussi toute une gamme de techniques de fabrication qui, en général, se passe dans un bâti plus ou moins sous vide, dans lequel on envoie les atomes de la colonne 3, les atomes de la colonne 5 sur un substrat chauffé, de façon à ce qu'ils puissent diffuser et former un cristal bien ordonné. Alors, je répète un peu ce que Léon a dit, mais si on essaye de déposer un matériau désaccordé, donc la couche B, qui a un paramètre pour illustrer, qui est plus grand que celui de son substrat, il y a une certaine différence de paramètres relatifs qu'on peut appeler le misfit en franglais, ou un désaccord intrinsèque. Et ça, c'était ma connaissance. Moi, j'étais assez ignare à cette époque-là, mais ce que je connaissais de l'épitaxie de matériaux contraints, c'est que soit les choses peuvent se passer bien,
Dans ce cas-là, l'interface est cohérente. Je reviendrai sur cette notion de cohérence, mais c'est très important. Le substrat qui est épais, il impose sa loi à la couche, la couche mince qu'on dépose dessus. Imposer sa loi, ça veut dire qu'il force la couche mince à adopter le même paramètre de Bayes que lui dans le plan d'interface. Comme vous le savez, si vous comprimez un matériau dans un plan, en général, pas toujours, mais en général, il a tendance à se déformer dans le plan perpendiculaire. Et donc là, on obtient une couche contrainte sans défaut à l'interface, qui adopte le paramètre du substrat dans le plan d'interface, mais qui se déforme de façon quadratique dans la direction perpendiculaire. Et qui dit déformation dit que cette couche, elle emmagasine une certaine énergie élastique. Et si vous voulez maintenir cette belle structure sans défaut à l'interface, il faut que chacune des monocouches successives que vous déposez adopte la même forme et donc stocke la même énergie élastique, moyennant quoi l'énergie élastique continue à augmenter indéfiniment et proportionnellement à l'épaisseur de la couche. Les choses peuvent mal se passer. Donc je ne parlerai pas du tout d'optique et d'électronique, mais les gens n'aiment pas les dislocations. Donc l'autre mode de relaxation, c'est quand on forme des dislocations. Tout ceci reste très schématique à l'interface. Donc, le substrat a un paramètre de maille plus petit. Donc, par contre, si il a un demi-plan, vous voyez se terminer aux flèches bleues ici, un demi-plan supplémentaire de temps en temps, il permet quasiment magiquement de passer du paramètre de maille du substrat à celui de la couche. Alors, au prix d'un un grand prix à payer dans l'interface, parce que c'est toutes ces dislocations, les terminaisons de ces demi-plans où il y a des liaisons coupées, donc ça coûte beaucoup d'énergie. Mais par contre, il y a une petite déformation élastique, comme c'est schématisé ici, résiduelle dans la couche et dans le substrat, mais elle est moindre que dans le cas à gauche où tout est déformé sur toute l'épaisseur de la couche. Alors, ce sont les deux seules formules, je crois, que je montre. Dans un cas, l'énergie élastique augmente par unité d'air, augmente proportionnellement à la hauteur, h. Dans le deuxième cas à droite, il y a un prix, c'est le 1, le prix à payer à l'interface. Et puis ensuite, il y a une certaine énergie élastique, c'est important pour la suite, une certaine déformation, mais qui augmente logarithmiquement, donc moins vite que linéairement. Et donc ça conduit à l'idée, la notion bien connue d'épaisseur critique. Le système cherche à minimiser son énergie, du moins dans cette approche à l'équilibre. Et en dessous d'une certaine épaisseur critique HC, on a la relaxation élastique, quadratique. Et au-dessus, on tend à former des dislocations. Et donc, on ne veut pas aller au-dessus de cette épaisseur critique en général parce que les dislocations sont néfastes. Alors, ce n'est pas une vue de l'esprit, ces dislocations, parce qu'on peut les observer en microscopie électronique. Ce sont ces lignes noires qu'on voit en regardant par-dessus. Et si on regarde comment varie, on calcule comment varie l'épaisseur critique en fonction du désaccord paramétrique, ça décroît très vite, ça reste petit. Bon, là, on est allé jusqu'à 2% de désaccord paramétrique, mais dans le cas d'INS, on a 7,5%. Si vous extrapolez ça, alors je ne sais pas s'il faut tomber sur 4 monocouches, sur une monocouche, mais pas beaucoup. Donc, l'épaisseur des couches cohérentes est sévèrement limitée. Donc, j'en viens maintenant à l'article de 85. Donc, je pense qu'une des forces de cet article, c'est qu'il rassemblait, c'est une lettre, donc c'est un article court, rien n'était très détaillé, mais il rassemblait des compétences qui étaient réunies au laboratoire de Bagneux à cette époque-là. Donc, les compétences, c'était d'abord évidemment des compétences en croissance épitaxiale. Donc là, Léon Goldstein et sa doctorante Marie-Noël Charras. Guy Leroux, le quatrième homme qui faisait la diffraction des rayons X, et évidemment la spectroscopie optique qui a été réalisée par Jean-Yves, et moi-même qui ai fait la microscopie électronique à transmission. Alors, certains ont déjà dit que le hasard n'avait sans doute pas une grande part dans la découverte dans la formation de ces îlots. Moi, je vous proposerais même deux. Bon, mes souvenirs sont un peu lointains, mais dans ma mémoire, il y a deux raisons pour lesquelles les gens pouvaient avoir cherché à former finalement à former un alliage INGAS d'une certaine concentration, non pas en mélangeant intimement les atomes indium et gallium, mais en alternant des fines couches d'INAS et de GAS. Alors moi, une des explications qu'on me semble, on m'avait donné à l'époque, c'est qu'on voulait éviter le désordre d'alliage. Donc c'est illustré ici. Là, vous avez deux mailles cristallines qui correspondent chacune à un alliage de composition moyenne à peu près 14%. Donc il y a deux atomes d'indium pour 12 atomes de gallium dans les deux mailles que j'ai représentées. Mais ça, c'est deux configurations possibles. Et il y a tout un tas de configurations possibles qui vont coexister dans l'alliage s'il est désordonné. Et qui dit alliage désordonné dit diffusion des porteurs. Donc moi, ce qui m'est resté à l'idée, c'est que les gens voulaient éviter la diffusion des porteurs. Et au lieu de créer un alliage homogène de composition 14%, eh bien d'alterner une monocouche d'INAS, 6 monocouches de GAS, des choses dans cette proportion-là.
Mais évidemment, comme on le sait, c'est aussi, si on altère, si on essaye d'alterner INAS et GAS, on forme aussi un super réseau contraint. Et les super réseaux contraints, c'est évidemment le sujet de la thèse de Jean-Yves. Donc voilà, deux explications plutôt que zéro. Euh, Maintenant, je remonte encore plus loin, donc il y a 100 ans, donc la diffraction des électrons, donc Davison et Germer, Davison a eu le prix Nobel pour ça, donc ils se sont aperçus que quand ils envoyaient des électrons sur un petit cristal tridimensionnel, ils observaient des phénomènes de diffraction qui leur ont rappelé les phénomènes de diffraction des rayons X. Ils n'avaient pas encore de microscope électronique, donc ce que je vous montre en bas, c'est un diagramme plus moderne. Donc voilà, le fait que si on a un domaine qui diffracte, qui est tridimensionnel, on peut obtenir sur un écran des taches ou des spots. En passant, Davison et Jammer disent que ces résultats sont très suggestifs, évidemment, des idées sous-jacentes à la théorie de la mécanique ondulatoire. C'est pour ça qu'ils ont eu le prix Nobel. Pas que lui a eu le prix Nobel. Dans l'autre cas, et ça c'est ce qu'on réalise dans les bâtis d'épitaxie par jet moléculaire, on peut envoyer des électrons rapides sous incidence rasante. Et dans ce cas-là, tout se passe comme si c'était seulement la première monocouche ou les premières monocouches du substrat ou de la couche qui diffractait. Et dans ce cas-là, on observe non pas des spots, des taches comme à gauche, mais des rods ou des streaks ou des tiges, des choses allongées dans la direction perpendiculaire au substrat. Euh, Quand on fait de l'épitaxie par jet moléculaire, donc là j'emprunte au moins à droite là, des diagrammes qui sont extraits de la thèse de Marie-Noël Charras. Euh, Soit la couche reste plane, dans ce moment-là on a une surface qui diffracte et on obtient ces fameux streaks, ces traînées. Et si ce n'est pas le cas, si par exemple le faisceau électronique traverse des petits îlots, comme on va voir que c'est le cas, qui sont à la surface, eh bien là on a quelque chose qui rappelle plus la configuration à la Davison et Germer avec des petits cristaux tridimensionnels. Dans ce cas-là, on obtient ce qu'elle qualifiait de surface rugueuse, donc quelque chose qui a un caractère tridimensionnel à la surface. Alors moi, le souvenir que j'ai de des débuts pour moi de mon implication dans cette affaire, c'est Léon Goldstein débarquant excité dans mon bureau, au sous-sol, et disant Laurie Despoti. Alors, Laurie Despoti, ça voulait déjà tout dire. Ça voulait dire qu'on avait des structures tridimensionnelles. Et donc, tout était dit. Ça, c'est une demi-page de mon cahier de manip de l'époque. Donc, en haut, c'est mon gribouillage. En bas, c'est l'écriture posée de Marie-Noël Charras que Léon Goldstein m'avait envoyé. Et elle m'a expliqué d'abord la structure qui a été visée, qui va être assez compliquée. Et en fait, avant même que je réalise la microscopie électronique, je pense que mes collègues épitaxieurs avaient tout compris grâce au RID. Donc là, c'est vraiment le schéma qu'avait tracé Marie-Noël avant que je fasse la microscopie électrique. Et vous voyez que tout est là. Il y a des couches de mouillage, la croissance en îlot de l'INAS, tout était là. Évidemment, la croissance en îlot, c'est quelque chose qui est connu, alors peut-être pour les liquides, mais ça a été appliqué aux cristaux depuis Thomas Young au début du 19e siècle. On sait que pour des raisons d'énergie de surface, d'énergie d'interface, si on dépose par exemple des gouttes d'eau sur une feuille, la goutte peut soit mouiller complètement, recouvrir la feuille, soit se rassembler en petites gouttelettes. Donc on peut passer du mouillage parfait à un mouillage nul en passant par des angles de contact intermédiaires entre les deux. Mais évidemment, dans notre cas, on dépose des matériaux de paramètres, un matériau de paramètres différents sur un substrat. Et donc là, alors ça pour moi, c'était nouveau, mais je vous dis encore une fois, j'étais ignare. Alors, j'étais ignare parce que c'est des choses qui étaient connues depuis une cinquantaine d'années. Donc, Follmer et Weber, dans les années 30, savaient déjà que si vous, alors s'occuper de métaux plutôt, mais si vous déposez un dépôt désaccordé sur un substrat, eh bien, pour des raisons de relaxation élastique, il va peut-être pouvoir préférer se mettre en îlot. Pourquoi? Parce que s'il se met en îlot, il peut relaxer, donc se détendre à la fois dans la direction verticale et dans les directions latérales. Alors que s'il est en couche, belle couche, ce qu'on visait, belle couche épitaxiée à gauche d'épaisseur uniforme, il ne relaxe que dans la direction verticale, des formations quadratiques. Et bon, c'est un peu un principe général de l'élasticité que si vous autorisez un milieu à se déformer dans plusieurs directions, son énergie peut être moindre que si vous l'autorisez seulement à se déformer dans une direction. Donc Follmer et Weber savaient déjà ça.
Et puis, il y a la variante Stronsky-Krastanov avec la couche de mouillage pour des raisons d'énergie de surface. On fait une première couche plane du matériau, puis ensuite seulement les îlots. Mais du point de vue élastique, ça ne change pas grand-chose à ma connaissance. Donc ça aussi, ça date des années 30 et ça, je ne le savais pas. Mais je pense que Léon connaissait déjà ça à cette époque-là. Euh, Ensuite, moi, j'ai fait la microscopie électronique. Donc, à cette époque-là, la microscopie électronique au CNET-Bagneux remportait un grand succès. J'exagère un peu là, c'est notre seule journée de porte ouverte que nous avions eue. Et donc, en fait, le microscope était un microscope un peu particulier, mais vous le voyez derrière. En fait, vous ne voyez pas le microscope. Vous avez des appendices du microscope et une impression d'artiste à droite. Euh, et j'en viens un peu à la microscopie dans l'article de 1985. Donc, ce qu'il faut bien voir, c'est que les structures déposées par mes collègues étaient assez complexes. Alors, certainement, l'élément de base, c'était une alternance de couches très minces d'INS et de GAS, mais celle-ci, elle était répétée plusieurs fois pour faire stimuler une couche d'INGAS d'une douzaine de nanomètres d'épaisseur. Et ces couches-là, donc celles qu'on appelle dans l'image ici pseudo-alloy, donc ça fait à peu près 12 nanomètres d'épaisseur, ces couches-là étaient elles-mêmes séparées par des barrières de GAS de 25 nanomètres d'épaisseur. Et ces structures-là, elles étaient répétées plusieurs fois. Alors, c'est un contraste de déformation qu'on observe dans ces images de microscopie électronique. J'en dirai un mot après. Maintenant, beaucoup de gens les ont interprétés. Vous voyez des lobes de contraste qui sont très marqués ici. Et beaucoup de gens les ont interprétés comme les images des îlots. Mais ce n'est pas du tout ça. Vous voyez que ça ne peut pas être ça parce que dans un seul, ou tout moins entre deux lobes, on a déjà un empilement de 10 fois cette structure-là. Donc, si chacune des couches d'INS se met en îlot, vous avez déjà 10 couches d'îlots qui sont superposées. Donc, ce n'est pas aussi simple que ça. Euh, ces lobes ne sauraient être les images d'îlots individuels. Alors, moi, j'avais étudié la microscopie électronique en transmission à l'Université de Glasgow, où j'avais passé un an avant de rejoindre le laboratoire de Bagneux. Et d'abord, il y a une chose, c'est que le champ de déformation autour d'une source de déformation, par exemple une dislocation ici, s'étend bien au-delà de la source de ce champ de déformation. La source ici, c'est le bout du demi-plan supplémentaire, donc c'est quelque chose qui est quasiment dimension atomique. Le champ de déformation, il s'étend à des dizaines et des dizaines de nanomètres autour. Et, pardon, et la microscopie électronique à moyenne résolution, celle que je pratiquais, est très sensible à la désorientation des plans cristallins. C'est une autre façon de parler du champ de déformation. Et donc, elle montre l'étendue des déformations de façon très sensible plutôt que leur source. Et tout ceci avait été exploré largement par l'école britannique de microscopie électronique, donc les fameux Hirsch, Whelan, et ça se voit par exemple ici sur des dislocations où on a des lignes noires qui ont des largeurs de plusieurs dizaines de nanomètres, bien au-delà de la largeur du cœur de la dislocation lui-même. Et quelque chose qui est plus proche sans doute de notre cas, c'est que quelques années après, Ashby and Brown avait étudié le contraste de petites inclusions de précipités cohérentes. Alors, vous voyez ici une petite inclusion, sans doute sphérique, là. Elle est cohérente en ce sens que les plans cristallins se raboutent un à un à l'interface entre les deux. Et ils avaient montré, aussi bien sur le plan expérimental que sur le plan calculatoire, que ça produit un contraste dit en aile de papillon. Et encore une fois, le contraste montre le champ de déformation induit par l'inclusion dans son voisinage et s'étend bien au-delà de la source, donc le précipité lui-même. La source elle-même, elle a une taille, je vais avoir du mal à pointer, mais elle a une taille qui est de l'ordre du petit gap blanc qu'on voit entre les deux ailes de papillon. Les ailes de papillon s'étendent bien au-delà. Et moi, je connaissais ça de façon livresque, et donc ce que j'ai observé à cette époque-là dans les images des super réseaux, ça m'a beaucoup rappelé cette chose-là. Et donc, j'avais tendance à penser que, comme dans ce cas-là, ces inclusions, les petits îlots, étaient cohérents. Très important. Cohérent, ça veut dire qu'il n'y avait pas de dislocation à l'interface. Ça me l'a rappelé, mais ça n'était pas une preuve. Donc, la grande question qui s'est posée à moi, c'est cohérence ou pas cohérence. Donc, cohérence, pas de dislocation à l'interface, raboutement parfait des plans, ou pas de cohérence et défaut, dislocation par exemple à l'interface ou aux interfaces entre l'îlot et son environnement. Euh, Comme d'habitude, j'ai été très prudent dans la rédaction de l'article, donc j'ai dit que la figure montre le contraste de la diffraction due à des centres de contrainte dont les champs de déformation s'étendent dans le voisinage. C'est vrai,
mais ça ne dit pas si c'était cohérent ou pas cohérent. Mais bon, je suis d'un naturel prudent. Par contre, là j'ai cité pour le plaisir là, un extrait, un paragraphe de la conférence Nobel de Joris Alferov, donc prix Nobel de physique 2000. Donc dans ce paragraphe, alors je ne sais pas la part des rivalités russo-russes dans cette affaire, mais il commence par son paragraphe en disant les premiers dots basés sur les matériaux de 6 dans une matrice de verre ont été proposés par Ekimov, donc prix Nobel 2023. Et il termine son paragraphe en disant, mais bien, bien plus excitant, est apparue la découverte de quantum dots cohérents fabriqués dans une matrice suboctave. Et là, on cite notre article. Merci, merci Alfera. Par contre, comme nous étions tous honnêtes en fait dans l'intérieur de cet article, nous avions dûment fait mention en fait de prédécesseurs. C'est toujours difficile d'être le premier, je suppose. Et donc, la référence 1 de notre article de 85, c'était un article américain qui datait de 2 ans avant, où les gens avaient effectivement fait croître de l'INAS sur DGS et avaient observé par Reed dans leur bâti d'épitaxie un Reed spotty qu'ils avaient interprété comme l'indice de croissance tridimensionnelle en îlot, ou de surface rugueuse au moins. Mais pour une fois, nous, on avait fait mieux que les Américains. Donc, on avait, à cause de toutes ces compétences qu'on avait réunies, eux, voilà, ils avaient noté ça, mais ils n'avaient pas. Nous, on n'avait pas dit que c'était des quantum dots, mais eux, ils en avaient dit encore moins. Euh, Chose qu'a déjà signalé Léon, donc je rappelle que je pense que la force de cet article, c'est d'avoir réuni tout un tas de compétences, d'avoir fait la spectroscopie, que Jean-Yves ait fait la spectroscopie optique. Et pour ce qui est de la microscopie électronique, il y a ce qu'on a appelé ensuite l'auto-organisation, donc le fait que dans le plan de croissance, ces boîtes se répartissent de façon plus ou moins régulière, mais aussi, comme l'a rappelé Léon, c'est qu'on a des corrélations verticales. J'entérine tout à fait l'explication qu'il en a donnée. Moi, je sais que quand j'en parlais à mes collègues à cette époque-là, j'évoquais l'histoire de la princesse au petit pois. Donc, il y a des îlots. Ensuite, on met un matelas de 25 nanomètres de GAS par-dessus, et néanmoins, la couche suivante d'INS ressent encore la déformation, très, très sensible. Euh, je ne vais pas en dire beaucoup de ce qui s'est passé après, parce qu'effectivement, je pense qu'on a été bon au moment de l'article, mais on n'a peut-être pas suffisamment capitalisé sur l'avance qu'on avait à cette époque-là. Donc vraiment, là, après, les choses se sont développées au début des années 90, mais entre 1985 et 1990, il ne s'est pas passé grand-chose, alors qu'on avait sans doute les moyens de le faire. Mais bon, pour moi qui me suis intéressé toujours aux mécanismes de croissance, observer les boîtes, la structure assez complexe qu'avaient des structures assez complexes qu'avaient faites mes collègues, donc avec un empilement périodique de beaucoup de couches d'INAS, GAS, etc. Voilà, on voyait beaucoup de choses, mais c'est plus intéressant de regarder ce qui se passe au moment de la croissance. On n'avait pas encore de microscopie in situ à cette époque-là, mais en collaborant avec 2 autres collègues du laboratoire de Balieu, j'ai pu regarder des îlots non recouverts, donc simplement en s'arrêtant à la croissance d'INS sur GAS. Et en plus, ils ont fabriqué des dépôts d'épaisseur nominale croissante. Euh, voilà, donc ça, je l'ai malheureusement publié seulement dans un article de conférence, la conférence de microscopie des semi-conducteurs en 87. Et là, vous avez à gauche un dépôt d'une monocouche. Donc, vous voyez un petit contraste. Le contraste est plus marqué à 2 monocouches. Et donc là, j'en conclus que chaque îlot déforme beaucoup le substrat environnant, qu'il n'y a pas de signe de dislocation. Mais toujours prudent, je ne suis pas allé jusqu'à dire qu'il n'y avait pas de dislocation et donc que les îlots restaient cohérents. J'avais envie de le dire, mais je ne l'ai pas dit. Si on regarde des îlots, des dépôts plus épais, ici 7 monocouches, là on voit des systèmes de franges dans chacun des îlots. On voit des signes de dislocation aussi, et ces franges sont des moirés qui résultent de la superposition de 2 cristaux, donc le cristal d'INAS et le cristal de GAS. Euh, Cette image-là, je l'aime bien parce que là, on regarde un peu la surface en biais. Bon, c'était un peu après les premiers pas de l'homme sur la Lune, et ça me rappelait un petit peu. En fait, ce sont des îlots d'INS sur GAS.
Et là, toujours honnête, la question reste ouverte parce qu'on peut observer des moirés, c'est-à-dire la superposition de deux réseaux, mais bon, deux ou trois est compatible soit avec la présence de dislocation à l'interface, soit sans la présence de dislocation à l'interface avec une simple relaxation élastique. Dans les deux cas, on a la superposition de deux réseaux de deux pas différents qui peuvent donner naissance à des moirés. Par contre, mes collègues, alors là, mon collègue Eaglesham, qui était présent lorsque j'ai présenté ces choses-là, et fait état de mes doutes à cette conférence, mais qui ensuite est allé à Bell Labs, a dit Dislocation-free Translucasner Growth of Germanium on Silicon. Par contre, à la relecture de sa Phase Revelator, en fait, il n'avait pas plus de preuves que moi de l'absence de dislocation. Bon, j'en terminerai simplement, je ne vais pas parler de ma vie, mais simplement que pour moi, les déformations, les contraintes, ça a été un thème un peu qui m'a suivi le long de ma carrière. Donc, il y a non seulement ma thèse donc, sur la direction du Guet-Lenoir qui portait sur des modulations de composition, mais qui induisaient des déformations. Je me suis intéressé aussi à ce qu'on appelle l'effet Greenfeld. Donc, c'est une version soft un peu de la croissance des boîtes quantiques où on n'a pas des îlots, mais des ondulations de surface. Et puis, il y a tout ce qui est, alors, tout ce qui est dans les alliages, par exemple INGS, on a non seulement un désordre chimique, les atomes occupant les cycles 3 sont différents, mais ça induit un désordre de position. Par exemple, un atome d'arsenic qui est environné par deux atomes d'indium en haut et deux atomes de gallium en bas, il a tendance à se déplacer vers le bas, vers les petits atomes, et à s'éloigner des gros atomes. Donc, il y a beaucoup de désordres qui règnent dans ces alliages. Ça a des conséquences thermodynamiques, structurelles, que j'ai beaucoup étudiées dans le temps. Et puis, bon, depuis une quinzaine d'années, depuis que Jean-Christophe Armand a lancé le sujet au LPN, je me suis intéressé quasiment exclusivement au mécanisme de croissance des nanophiles. Donc, au départ, la situation de départ, donc couche contrainte sur un substrat avec déformation quadratique dans les directions perpendiculaires. Îlot sur substrat, donc ce qui a été étudié en 85 avec une déformation qui se répartit entre le haut et les côtés, mais en se déformant, l'îlot déforme aussi le substrat sous-jacent. Et donc, la situation idéale de ce point de vue-là, c'est le nanophile où le substrat est réduit au même diamètre que le dépôt qu'on pose dessus. Et à ce moment-là, évidemment, c'est beaucoup plus difficile, c'est beaucoup plus facile, pardon, pour le substrat de se déformer latéralement. Et donc, ça m'a permis, il y a une petite vingtaine d'années, de regarder comment varier l'épaisseur critique pour un certain désaccord paramétrique entre ce substrat, qui est un substrat filaire, et le dépôt, en fonction du rayon du nanophile. Donc, regardons par exemple, je ne sais pas, la courbe verte à 2% de désaccord paramétrique. Quand on est à des rayons très grands, on est dans la situation quasiment substrat infini. Donc, on retrouve l'épaisseur critique infinie. Et quand on réduit, donc en se déplaçant vers la... Si j'aurais pas dû faire ça. Ben, c'est la dernière diapo. Quand on réduit l'épaisseur le diamètre du fil en se déplaçant vers la gauche, on voit que l'épaisseur critique augmente. Donc on peut se permettre, pour un désaccord paramétrique donné, de faire un dépôt plus épais. Et on voit même que cette épaisseur critique tend vers l'infini. Donc voilà, les courbes deviennent verticales. Ça veut dire qu'on obtient ce qu'on peut appeler un rayon critique. Et en dessous de ce rayon, on peut se permettre de déposer une épaisseur quelconque de matériaux désaccordés sur un pied de substrat, si jamais ça nous intéresse. Bon, en général, on vise plutôt des dépôts d'épaisseur très fine. Et je m'arrête là. Merci Franck. Des questions? Oui, Franck, moi j'ai une question par rapport à la photo Oui. le contrat des boîtes quantiques. C'est pas les Non, non, c'est pas des boîtes. Le champ de tension autour de la boîte quantique. Et ce champ de tension, il passe du noir au blanc. Est-ce qu'on a une explication pourquoi il y a une variation de couleur? Est-ce que c'est un artefact de l'investissement ou c'est vrai? De toute façon, le contraste lui-même, le contraste lui-même, c'est forcément une variation d'intensité. Donc, on passe de quelque chose où il y a plus d'électrons à quelque chose où il y a moins d'électrons. Oui. Maintenant, pour les précipités, donc le contraste d'Ashby-Brand, il a tendance à être asymétrique, donc avoir des lobes plus clairs d'un côté, plus sombres de l'autre. Ça, c'est lié à des phénomènes d'absorption des électrons rapides dans le matériau. Donc, ça, c'est bien connu. En fait, là, je pense que
chaque couche de pseudo-alliage, donc de 12 nanomètres d'épaisseur, formée lui-même d'un empilement GAS-INAS répété, il agit comme une sorte de précipité moyen, d'inclusion moyenne, et qu'il induit deux gros lobes de contraste, l'un au-dessus, l'un en dessous. Donc la partie la plus blanche est au milieu, donc c'est celle où il y a moins de déformation en fait, parce que là on est au cœur du précipité. Puis autour, la déformation s'étend dans le GAS environnant, et ça donne ces deux grands lobes. Il y a bien un gradient comment ça s'appelle, Il y a peut-être un gradient, mais je ne pense pas qu'il soit démontré par ce contraste-là. Je n'irai pas jusque-là. Question? Est-ce qu'au final, avec les microscopes plus performants dont on dispose aujourd'hui, la cohérence a pu être montrée? Oui, évidemment. Maintenant, si on regarde l'interface en haute résolution, on peut voir s'il y a des dislocations ou pas et quand les dislocations apparaissent en fonction de l'épaisseur du dipôt. Oui, oui. Je me souviens que nous étions allés chez notre collègue Cécile Dantroche à Grenoble une journée de 1984-1985 pour faire de la microscopie haute résolution. Et ça avait été inconclusif à cette époque-là. C'était pourtant le centre de microscopie haute résolution des semi-conducteurs en France à cette époque-là. Mais maintenant, c'est possible. Oui. Pas d'autres questions? Eh bien, merci Franck pour cet exposé.